Alors, pour l'instant, ça s'allume, il y a un petit truc rouge. Oui, c'est là où il faut cliquer. Et il ne faut pas que je parle ou on s'en fout? Bah, si vous pouvez parler, mais tout le monde vous entend. Donc bonjour à tous, on est en ligne. Je viens de le voir apparaître donc sur la page du Forum de l'Enfance Libre. Parfait. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Amalia Escriva, qui est réalisatrice, entre autres, du film Qui aime bien, châtie bien. Bonjour Amalia, donc je suis Anne Salek et je suis donc avec Ophélie Perrin et nous sommes là toutes les deux pour recevoir Amalia Escriva à propos de son film, bien sûr, et qui nous mène à parler bien sûr des violences éducatives ordinaires. Donc je vais commencer par je vais commencer par vous présenter brièvement et puis nous montrerons la bande-annonce de votre film avant de commencer notre rencontre. Donc Amalia, vous avez été élève à l'École nationale d'art et de communication, puis ensuite aux Arts Déco et à la FEMIS, et vous avez eu le privilège d'être pensionnaire à la Villa Médicis, et puis d'être nommé membre de la Casa de Velázquez à Madrid. Vous avez réalisé des films d'art, des portraits, des documentaires sur la musique, des films dits de société, ainsi que d'autres plus personnels autour de votre héritage algérien. Vous avez mis en scène aussi un long métrage de fiction qui s'appelle Avec tout mon amour en 2001, qui a été sélectionné au Festival de Locarno et qui a reçu le prix du meilleur premier scénario au Festival Premier Plan d'Angers. Donc vous écrivez régulièrement des textes radiophoniques pour France Culture, même s'il y a une petite pause maintenant, et vous encadrez des ateliers d'écriture cinématographique. Vous intervenez à l'École d'art de visuel de Lausanne, vous êtes lectrice de scénarii au Centre national du cinéma, et vous êtes expert au comité de classification du Centre national de cinéma aussi, donc un parcours extrêmement riche. Oui, alors je ne fais pas tout ça à la fois, hein. C'est un peu successivement. Hein. Oui, je pense que tout le monde pense. Enfin, oui, vous êtes sans doute superwoman, mais enfin. Non, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très investie auprès de la SCAM, qui est une société d'auteurs de documentaires particulièrement, dont je fais partie du CA. Je participe à beaucoup de réunions. Et je suis assez investie dans cette maison de documentaristes. Voilà. Parfait. Merci. Donc, je vais maintenant montrer la bande-annonce de votre documentaire. Voilà. Ok. Et je la démarre. Enfant, j'habitais là, près d'Avignon, au village des Angles, avec mes parents, mes 2 frères et ma sœur, dans une petite villa au bord de la Garrigue. Nous menions la vie ordinaire et joyeuse d'une fratrie nombreuse et remuante. Toujours dehors à inventer 1000 jeux. La Provence, pour nous, c'était le paradis sur terre. Pourtant, les claques, j'en ai reçu petite, avec la bague en diamant. Ça fait drôlement mal le diamant sur la figure, je peux vous l'assurer. Notre mère prenait quelquefois le soin de la retirer avant de nous gifler. Elle disait alors « Estimez-vous heureux, cette fois, j'ai enlevé ma bague. » Mes parents ne m'ont jamais mis de claques, ni de fessées, jamais. C'est humain de faire des bêtises. L'erreur est humaine. Des fois, on n'est pas très d'accord, mais on n'ose pas vraiment le dire. On a peur de se faire gronder. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas à se faire gronder. Oui, parce que nous aussi, on a le droit de parler. C'est pas que les parents qui ont le droit de parler. Les enfants ont des fois tout le temps dire oui, oui, oui. Et des fois aussi, ils ont un peu de contredire les personnes. Et aussi, dès que je comprends pas un truc, il me l'explique, mais dès que je comprends pas plusieurs fois, eh ben, il s'énerve et il me crie dessus. T'inquiète pas, c'est pas que le tien. Je trouve ça vraiment pas sympa. Voilà. Voilà, juste le temps de se réorganiser. Voilà. Et voilà. Donc, notre première question, ce serait de vous demander si vous pouviez nous décrire ce qui vous a poussé à réaliser un documentaire sur les violences éducatives. Eh bien, en fait, moi-même, j'ai eu une éducation assez stricte, comme on le voit dans le début de ce film, avec une
une mère probablement débordée par ses 4 enfants et qui avait la main leste. Donc, ça m'a quand même laissé des empreintes, si je puis dire. Enfin, pas physiques, rassurez-vous, mais psychologiques, oui. Et quand moi-même, j'ai eu mes propres enfants, j'ai commencé à lire autour de l'éducation, à essayer de me dire, on peut peut-être faire autrement, etc. Donc, évidemment, Montessori. Et puis, je voyais autour de moi quand même des parents de tous milieux sociaux, d'ailleurs, de toutes origines, qui avaient vraiment la main leste et qui, je trouvais, étaient assez violents avec leurs enfants, qu'ils adoraient par ailleurs, et probablement par méconnaissance ou habitude, ou dans un système de reproduction de ce qu'eux-mêmes avaient vécu, n'hésitaient pas à donner une gifle, une fessée, dans mon entourage, même dans mon entourage proche. Et j'avais d'abord fait un film sur le sommeil des enfants avec une psychologue qui s'appelle Liliane Némé-Pierre, qui a écrit « Moi, la nuit, je ne fais jamais dodo », qui est un très joli livre d'ailleurs. Et de fil en aiguille, j'avais envie de poursuivre autour de l'enfance et de faire quelque chose pour la cause des enfants, comme dit Dolto, quoi. Et donc, j'ai continué un peu mes lectures et je suis tombée sur le travail d'Alice Miller. Et je me suis rendu compte que, à Bagnols-sur-Cèze, il y avait une femme très intéressante, Brigitte Auriol, qui a été l'assistante d'Alice Miller et qui continue à mettre en branle sa pratique, enfin plus qu'en branle, elle accueille des gens dans son cabinet qui ont souvent été des enfants maltraités. Donc voilà, c'est autour de cette rencontre qu'est née l'idée du film. J'ai rencontré à peu près au même moment Catherine Guéguen également, Olivier Morel, la crèche de Entraigues-sur-la-Sorgue par l'intermédiaire de Brigitte Auriol, qui est une crèche qui s'appelle Pousse de coton et Fleurs de coton, où les enfants sont élevés dans une extrême bienveillance. On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que c'est donc les écrits d'Alice Miller qui vous ont fait prendre conscience que ce que vous aviez vécu dans l'enfance et qui pour un enfant peut paraître tout à fait normal, c'était pas si normal que ça? Oui, enfin, j'ai toujours vécu ça comme une injustice. Enfant, déjà, je trouvais ça quand même révoltant, de ce pouvoir des adultes de battre des enfants que par ailleurs ils aiment beaucoup. C'est comme s'il n'y avait pas de lien entre cet enfant et vraiment l'être humain, un des êtres humains que j'aime le plus au monde, mais néanmoins le frapper, ça fait partie de l'éducation. Donc je me souviens très petite d'avoir été révoltée, et particulièrement parce que j'avais un jeune frère qui était un enfant assez difficile, mais il était aussi difficile parce qu'il était extrêmement battu. Donc ça m'a tout de suite, très jeune, révoltée. Et après, quand j'ai eu mes propres enfants, j'ai vu autour de moi d'autres parents qui n'étaient pas du tout dans la bienveillance, et je me disais, mais c'est dingue, j'avais l'impression que ça appartenait à ma génération, mais je voyais que c'était encore à l'œuvre à la génération de mes filles. D'accord. Pour rappel, je vais donner la définition donc des violences éducatives ordinaires qui se trouve sur le site de Stop VO. Donc c'est les VEO, ce sont donc la violence physique, psychologique ou verbale qui est utilisée envers les enfants à titre éducatif, c'est-à-dire correction, punition, et qui est communément admise et tolérée dans la société. Donc plus simplement, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Moi? Oui. Par exemple, je me souviens que mon jeune frère, dont je parlais, ça a été pour moi la première prise de conscience qu'il y avait là une injustice et que ça marchait pas sur tous les coups. C'était pas un très bon élève, il avait eu 1 an d'avance, il avait été mis trop tôt au cours préparatoire. Bref, je passe les détails, mais du coup, il avait des difficultés scolaires. Et au lieu d'être dans l'empathie, dans l'aide, ma mère perdait très souvent ses moyens et elle le frappait quasiment tous les jours au moment des devoirs. Et pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment. Alors, j'essayais de l'aider. Je me souviens, je le consolais énormément. Et j'ai toujours cette phrase, de ma mère en tête qui disait, quand je consolais mon frère, même avant l'histoire des devoirs, quand il était petit, c'était une maman qui donnait des fessées. Et moi, comme j'étais une grande sœur, il avait 4 ans de moins que moi, je le consolais. Et très souvent, après la fessée, il venait dans mes bras se faire consoler. Et ma mère me disait, tu me fais de la contre-éducation. Ce qui était quand même hallucinant, quoi, de sa part. Moi, je devais avoir, 8 ans et lui 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. En fait, vous avez joué le lien d'attachement sécure qui aurait dû se jouer entre votre frère et donc votre maman. En fait, c'est vous qui l'avez joué, quoi. Peut-être, oui, vous pouvez l'exprimer comme ça, je ne sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a toujours des problèmes, c'est pas évident.
En tout cas, c'était pas votre rôle. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai, j'étais beaucoup trop petite pour ça, mais il fallait bien que quelqu'un le joue. Je pense que j'ai même pas, évidemment, quand on est enfant, on réfléchit pas, les choses se passent et on est pris dans une action, on n'a pas de distance par rapport à ce qui se passe, quoi, évidemment. C'est que bien plus tard que j'ai analysé tout ça. Ouais. Oui, et vous montrez bien dans votre film qu'il y avait cette différence entre le dehors, et il y a même des extraits de vos films de famille dedans, et le dedans. Et vous parlez de ce dehors et de ce dedans. À l'extérieur, vous étiez la famille modèle de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, mais à l'intérieur, vous dites, ça tapait fort. Et c'était insupportable. Oui, alors évidemment, ma mère, quand je lui en parle aujourd'hui, c'est une dame qui a 87 ans. Hein. Elle est archi fâchée de ce film. Elle l'a vu, ça lui déplaît énormément, hein, évidemment. Mais et puis donc elle dit que c'est pas vrai, qu'on n'a pas été martyrisés, etc. Alors on n'a pas été des enfants, ce qu'on peut appeler des enfants battus. On a été des enfants qui faisaient, enfin, on a quand même été frappés parce que dans l'esprit de nos parents. Enfin, surtout ma mère, puisque mon père était voyageur de commerce, donc il était là que le week-end et c'était un papa extrêmement permissif. Et je me souviens pas avoir été frappée par lui, peut-être 1 ou 2 fois en voiture, comme ça, mais très peu. Mais en revanche, je pense que pour ma mère, il y avait quelque chose qui n'était pas mal de frapper ses enfants. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'éducation. Donner une gifle à un enfant, c'était une manière d'arrêter un caprice, entre guillemets, ou une attitude qui lui déplaisait et de régler un problème. Je me souviens, alors le truc aussi que je trouvais profondément injuste, quand on se disputait, parce que quand on est 4 enfants, ben, on se dispute, hein, forcément. Eh bien, lorsqu'on était un petit peu plus grand, enfin pas si grand que ça, mais quand je sais pas, on devait avoir 8-10 ans, quelque chose comme ça, 12 ans peut-être. Et quand elle arrivait au milieu d'une dispute, elle disait « Je ne veux pas savoir qui c'est, je donne une claque à tout le monde ». Et on se prenait tous une claque. Et donc, c'était hallucinant, parce que même celui qui avait été victime des autres se prenait une claque quoi, pour arrêter le truc. Quoi. Ça faisait partie, c'était l'arme suprême pour arrêter les cris qui devaient la déranger, ça je veux bien comprendre. Quoi. Une certaine forme d'égalité. Oui, si on peut dire. Quel était votre objectif en réalisant ce film? Genre, qu'est-ce que vous vouliez montrer ou passer comme message? J'avais envie que les parents qui sont démunis, parce que bon, je dis pas que j'ai été toujours une mère exemplaire, hein, j'ai crié sur mes filles, je les ai frappées très rarement, mais comme si j'étais agie par ma mère. Hein, quand je me suis très bien rendu compte quand c'est arrivé que j'ai pu donner une claque, que c'était un espèce de mouvement incontrôlé qui surgissait de moi et qui surgissait de la mère que j'avais intégrée, enfin de l'attitude de ma mère en tous les cas que j'avais intégrée. Donc je me suis toujours excusée, ça arrivait très rarement, mais je ne peux pas dire que ça ne soit jamais arrivé. Mais en tous les cas, excusez-moi, j'ai perdu du coup la question en route. Oui, l'objectif, quel message vous vouliez passer? Ah oui, je voulais justement que les gens, que d'une part les gens prennent conscience pour les parents entre guillemets frappeurs, prennent conscience que, comme dit Brigitte Auriol dans mon film, même une claque, ce n'est pas rien, parce que ça brise le lien de confiance qu'il y a entre le parent et l'enfant quand même. Alors ça, c'était pour ceux qui frappent, même de temps en temps. Et puis, pour dire aussi aux gens qui ne frappent pas et qui essayent de se poser des questions sur comment éduquer justement dans la bienveillance, que ils ont raison, quoi. Ça fait quand même des enfants, comme dit Catherine Guéguen qu'on voit dans le film, ça fait des enfants dont le cerveau se développe mieux parce que il n'y a pas cette partie reptilienne du cerveau qui est occupée par l'attaque ou la défense et préoccupée par cette violence qui peut surgir à tout moment. Parce que même un parent qui frappe qu'une fois de temps en temps, il y a quelque chose qui plane quand même. Il y a quelque chose qui plane d'angoissant pour l'enfant qui se dit qu'à un moment ou à un autre, il ne sait pas pourquoi, mais il peut déclencher la colère de ses parents. Et donc, cette chose qui plane tout le temps, ça crée quand même un climat inquiétant et qui n'est pas favorable au développement du cerveau de l'enfant. On le sait aujourd'hui. Dans le film, il y a une explication très claire de la part de Catherine Guéguen sur les mécanismes de destruction du cerveau de l'enfant lorsqu'il y a le trust. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant lorsqu'il est soumis à des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques? Oui, je le ferai certainement moins bien que Catherine, mais je vais essayer. Donc, visiblement, il y a un effet de sidération quand on hurle sur un enfant ou quand on le frappe. L'enfant est complètement sidéré et c'est comme si son cerveau était pris en glace, quoi. Donc, il est
par exemple pour l'apprentissage, pour les leçons, c'est terrible de crier sur un enfant parce que son cerveau se met justement, il est un peu en état de choc, de sidération, et il ne peut plus absorber les connaissances. Il est comme figé. Donc, plus on va crier sur un enfant pour essayer de faire rentrer une leçon de maths ou je ne sais quoi, et moins ça va rentrer, puisque forcément le cerveau n'est pas capable à ce moment-là de fonctionner normalement. Et par ailleurs, il y a aussi une question physiologique, et ça, Catherine Guéguen le montre très bien dans mon film. Apparemment, un enfant très stressé qui reçoit un gros stress quotidien, ses neurones s'atrophient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une photo où on voit un neurone florissant avec tous ses embranchements, etc., d'un enfant qui est élevé dans la bienveillance et un neurone atrophié d'un enfant qui vit un stress quotidien, que ce soit à l'école avec un professeur, en pension, avec les parents, des grands-parents, même des frères et sœurs, hein, des grands frères et sœurs qui peuvent stresser des enfants. Hein. Oui, donc c'est effectivement, merci beaucoup pour cette explication que vous avez très bien reprise de Catherine Guéguen. Donc, vous citez aussi que finalement, 8 enfants sur 10 sont frappés par leurs parents. Est-ce que ça veut dire, avec les explications que vous venez de nous donner, qu'on est tous incomplets finalement? 8 sur 10, c'est énorme. Alors heureusement, la résilience, ça existe. Hein. Boris Cyrulnik nous l'a suffisamment expliqué et fort heureusement. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit un gros stress à la maison, il peut aussi rencontrer des adultes bienveillants autour de lui, que ce soit des grands-parents, des oncles et tantes, des grands frères, des grandes sœurs, des professeurs à l'école, des gens du centre aéré, des moniteurs de colonies de vacances. Heureusement, dans notre vie, évidemment, l'éducation des parents, je dirais que l'homme et la femme, le premier homme et la première femme qui donnent modèle à l'enfant, ce sont ses parents. Mais ensuite, tout au long de l'existence, et fort heureusement, il y a des rencontres, et parfois de très belles rencontres, qui peuvent amener aussi cette résilience et le fait que l'enfant, se sentant là, écouté, moins stressé, peut aussi développer, et heureusement, une partie de lui-même. Sinon, on aurait que des enfants, ascolaires, incapables d'apprendre, etc. Alors après, c'est dans une mesure plus ou moins grande. C'est ça qui est très difficile à évaluer. Qu'est-ce qui relève de la violence ordinaire et puis d'une violence qui devient pathologique et qui est de l'ordre de la maltraitance, quoi. Hein? Vous parliez de résilience, vous. Qu'est-ce qui, pour vous, permet aux parents ou à l'adulte qui a subi des violences, ou pas pour vous, hein, enfin, vos recherches vous ont amené à rencontrer Brigitte Auriol, etc. Qu'est-ce qui amène l'adulte, en fait, à pouvoir guérir de ses blessures et à ne pas perpétrer cette violence ensuite sur ses propres enfants ou sur les enfants, par exemple pour les professionnels de l'enfance dans les maternelles, dans l'enseignement, dans les crèches, etc. Alors, Brigitte Auriol, elle parle du témoin secourable. Le témoin secourable, apparemment, c'est justement cette personne qui va compatir avec l'enfant, qui va être la première personne à lui dire que non, ce n'est pas normal de recevoir une claque tous les jours parce qu'on fait mal ses devoirs. Non, ce n'est pas normal de recevoir une fessée même de temps en temps, et parce que l'enfant se sent assez rapidement méchant. C'est lui le méchant, et il a beaucoup de mal à penser que ses parents ne font pas les choses comme il se devrait qu'ils le fassent, parce que par ailleurs, ce sont souvent des parents aimants. Ce sont souvent des parents qui sont attentifs, qui gâtent un enfant, qui peuvent avoir des très bons moments avec lui. Et puis, par moments, ça tombe, quoi. Donc, voilà, le témoin secourable, c'est très, très, très important. Parfois, la cure analytique, hein, quand le traumatisme est trop profond, parce que ça donne aussi des enfants qui manquent de confiance en eux, si vous dites à un enfant tous les jours, t'es idiot, t'es bête, tu comprends rien, il va finir par le croire. Donc, comment regagner ensuite cette confiance en soi, c'est tout un chemin qui parfois passe par l'analyse. Hein. Brigitte Auriol reçoit beaucoup d'adultes qui sont des ex-enfants battus ou méprisés, et elle fait tout un chemin avec eux, et c'est un peu du type d'une cure analytique, mais sauf que elle parle comme Alice Miller, qui était une psychiatre qui parlait à ses patients. Voilà ce que je peux en dire. Bon, je ne suis pas praticienne moi-même, donc je ne peux que répéter les propos que j'ai eus, que j'ai échangés avec Brigitte Auriol.
peut-être on peut passer l'extrait du film Oui, qui est très percutant, donc de Brigitte Auriol qui répond à une maman au sein de la crèche dont on parlera tout à l'heure et dont vous l'avez nommé Pousse Coton et Fleur de Coton, qui répond à cette maman qui se sent vraiment dépassée en fait parfois par ses émotions qui l'emmènent dans une très grosse colère. Voilà, donc restez avec nous, on va vous montrer. D'où ça vient? Quand moi je suis face à mes enfants et que je suis, comment dire, tu vois, j'ai du stress, j'ai des choses à faire à la maison et tout, j'ai un truc, malgré que j'ai pris conscience de tout ça, j'ai d'un coup une violence en moi, mais vraiment, je vois que je vais être violente, et j'ai eu ce passage où j'avais envie, hein. Et bien vraiment, tu vois, et je me mets à pleurer, je me mets dans un coin, je me dis, mais c'est pas possible quoi. Et là, tu vois, ça me reprend, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, comment c'est possible avec tout ce que je sais? Tout ce que j'apprends, tout ce que je veux faire aux autres enfants et tout, je suis même pas capable des fois de me retenir. Après, si t'as des émotions. T'as le courage d'être là, et tu peux t'interdire de culpabiliser aussi. Non mais je culpabilise ça parce que j'ai dit putain mais comment c'est... Et là il y a quelque chose qui va pas, là, alors c'est le côté blanc, il n'y a pas la connexion où il faut, j'en sais rien. Imagine ceux qui n'en ont même pas conscience. Oui mais quand c'est tes propres enfants, alors moi je sais, j'ai vu Brigitte et elle m'a expliqué, voilà, j'ai une jauge entre guillemets que mes parents m'ont donnée, que du coup aujourd'hui c'est représent, mais je me dis comment c'est possible que moi je sais tout ça. Je devais être éducatrice Montessori, je veux faire une école et j'ai encore ce truc des fois où on dirait un dragon sur mes propres bébés quoi. Ah non mais oh, tu vois, et c'est là où je dis mais, et je prends conscience de tous les gens que du coup bah, il est plus cher comment tu veux qu'ils fassent et je suis plus dans le jugement parce que je me dis bah il faut comme ils peuvent aussi. Parce que c'est dur, c'est difficile, il faut se l'avouer et ça demande du temps, du travail et du courage encore une fois. Donc de temps en temps je me suis mise à boire, comme ça moi je suis plus calme. Mais... Alors, je te propose de faire différemment au niveau du discours. Parce que là, tu es, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça, etc. C'est presque de l'auto-jugement et de l'auto-sanction. Par contre, si quand ça t'arrive, quand tu sens que tu as envie vraiment de les secouer ou de les taper, puisque aujourd'hui, tu en es arrivé au stade de pouvoir te retirer, c'est quand tu es retirée, quand tu es toute seule, c'est dire « Mon Dieu que j'ai dû souffrir, mon Dieu que j'ai souffert quand j'étais petite ». Vraiment, de te connecter à cette petite fille que tu as été et qui a souffert. Et de l'empathie pour cet enfant qui a souffert et qui aujourd'hui manifeste sa souffrance en levant la main sur ses propres enfants. Rentre en contact avec cet enfant et de l'empathie pour elle. Mon Dieu, oui, je sais, tu as souffert. Tu as tellement souffert. Voilà. Et c'est ça. Donc, voilà. Brigitte Auriol, je pense que l'extrait parle pour lui-même. Hein. On n'a pas besoin d'en dire plus. Il est important pour tous les parents et personnels qui travaillent avec les enfants, donc d'aller voir finalement leurs traumatismes, leurs blessures pour pouvoir les guérir et pour pouvoir donc dépasser finalement et transformer cette violence qu'ils ont en eux. Elle intervient notamment dans le film et par rapport à l'importance du cadre et des repères autour de l'enfant. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça à vous poser. C'est un peu souvent ce qu'on entend chez les parents qui ont ces peurs-là, c'est est-ce qu'on peut laisser tout faire à un enfant? Communément, on parle d'enfant roi, qui est finalement une expression très française et qui veut pas dire grand-chose. Quel est votre regard sur ça? Une fois, je vais répéter. Non, je dis encore une fois, je vais répéter ce que j'ai appris auprès de Brigitte Auriol, hein, que ça veut dire quoi l'enfant roi? L'enfant roi, si c'est un enfant à qui on laisse tout faire, c'est une certaine forme de maltraitance aussi de laisser tout faire à un enfant. Parce qu'un enfant, il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on lui indique ce qui est bon pour lui ou ce qui est moins bon pour lui. Après, c'est dans la façon de le faire. Hein.
Oui, l'explication, c'est important. Oui, le dialogue, c'est important. Mettre des limites, c'est important. Savoir dire non, mais on peut dire non de façon ferme et répétitive, sans hurler sur un enfant que non, il ne doit pas le faire, quoi. Donc, ça demande quand même une certaine fermeté, une très grande patience. Et moi, ce que j'ai pu observer, vous parliez tout à l'heure de la crèche Pousse de Coton et Fleur de Coton, donc c'est à Entraigues sur la Sorgue, à côté d'Avignon. Il y a une femme qui est formidable, qui s'appelle Sandrine Bagès, qui a fondé ces 2 micro-crèches où il y a 10 enfants par unité, donc c'est très peu. Et il y a 3 enfants pour une puéricultrice. Donc c'est vrai que c'est des conditions formidables, mais là, ils mettent vraiment en place les méthodes Montessori, les méthodes d'éducation bienveillante d'Alice Miller. Et alors, il y a une certaine fermeté quand même. Les enfants tout petits ont un petit self, ils doivent eux-mêmes porter leur plateau, se servir dès 2 ans de nourriture. Quand c'est l'heure de la sieste, tout le monde va faire dodo, sauf celui qui est super excité, qui va y aller un petit peu après les autres. Mais il y a un vrai cadre, quoi, avec des activités qu'on fait, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. On range toujours ses jouets quand on a fini de jouer. Alors que même chez des parents très sévères, parfois, c'est la maman qui range tous les jouets. Il y a des espèces de trucs comme ça, alors qu'on se rend compte qu'un enfant, même de 2 ans, il peut ranger un peu ce qu'il a dérangé, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire laisser tout faire, loin de là, mais apprendre à faire d'une autre manière. Oui, et tout à fait. Vous voyez, on a un commentaire là d'une des personnes de Alexandrine Naissance, d'une maman qui nous regarde, qui dit bien, pour confirmer, disons, renforcer vos propos, dire non en accompagnant. Absolument, absolument. Et en expliquant pourquoi. Pourquoi on dit non. Pas juste non. Non parce que c'est mauvais pour toi, parce que c'est dangereux pour toi, parce que ce n'est pas l'heure, parce que alors c'est fatigant d'être parent, mais ne pas cesser de donner des explications, de répéter les choses, d'insister, en essayant de garder son calme, ce qui n'est pas toujours facile quand on rentre du boulot, quand on est crevé, quand on a 1000 choses à faire, mais toujours se dire que la relation la plus importante, c'est quand même celle qu'on construit avec son enfant, quoi. C'est pas celle avec son patron, je dirais. Justement, on entend beaucoup parler de bienveillance. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'aller dans cette crèche? Ah, mais je trouvais ça merveilleux. J'ai filmé pendant pas si longtemps que ça. D'abord, le contrat, c'était que je sois toute seule dans cette crèche, sans équipe technique, pour ne pas gêner les enfants et de ne pas gêner non plus le personnel qui travaille là-bas. Et donc, j'ai dû y passer une petite semaine, peut-être 5 jours, quoi. Et vraiment, j'étais dans un autre monde, quoi. J'étais dans un univers où on parle tout doucement, où les choses se font au rythme des enfants, où j'ai pas entendu d'enfants pleurer, sauf un enfant qui était malade, qui a un peu pleuré. Mais sinon, les enfants étaient sympas, quoi. C'était des petits enfants, mais on sentait qu'il y avait des bons rapports entre eux. C'était franchement assez idyllique, c'était à peine croyable, je dirais. C'est une crèche où tout le monde peut aller, ou est-ce que ce sont un certain milieu socio-professionnel? Alors, je crois, alors, il y a une partie de la crèche, du prix de la crèche qui est pris en charge par la commune d'Entraigues sur la Sorgue. Et je crois avoir compris, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il y a une somme qui n'est pas négligeable, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne sais plus de quel ordre elle est. Mais je sais qu'il y a une partie du prix que coûte cette crèche qui est à la charge des parents. En fonction de leurs revenus, sans doute. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Okay. C'est plus cher que dans une crèche municipale lambda. C'est un peu plus cher, voilà. Parce qu'il y a moins d'enfants, il y a plus de personnel, donc il y a un surcoût forcément, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vu des enfants de milieux plutôt bobos, bourgeois, un peu favorisés. C'est vrai. Voilà. Parce que je pense que pour certaines personnes, c'est pas facile de donner 500 ou 1000 euros en plus d'un prix de crèche normal, quoi. Oui, disons que le quota d'enfants, enfin de jardinières enfants, est quand même bien plus favorable que celui qui est indiqué par l'éducation nationale. Oui. Mais on voit que ça marche, quoi. Oui. Et comment on pourrait faire pour généraliser finalement et que tous les enfants, à partir du moment qu'ils sont à la crèche, puissent être accueillis par des professionnels ou même pour les parents et être accompagnés de manière bienveillante?
Alors, moi, j'ai l'impression que quand même, ces méthodes-là s'étendent parce que il se trouve par hasard que j'ai une jeune cousine qui a dirigé une crèche et qui maintenant s'occupe des crèches de 3 arrondissements parisiens. Et je lui ai évidemment montré mon film et elle était tout à fait, d'accord avec ces méthodes-là. Et d'ailleurs, quand j'avais fait le film sur le sommeil des enfants il y a une dizaine d'années, j'avais filmé dans sa crèche. 2007. Voilà, j'avais déjà filmé dans sa crèche et j'avais vu que déjà dans sa crèche, il y avait beaucoup de bienveillance éducative à l'œuvre. Et quand elle a vu mon film, elle m'a dit, mais tu sais, nous, on travaille comme ça. Le problème, c'est qu'effectivement, on a plus d'enfants que ces dames-là, mais on est complètement dans cette idée de la bienveillance. Je vais montrer ton film. Et elle m'a même dit qu'il y a une séquence finale dans la crèche, dans mon film, où à un moment donné, il y a une puéricultrice qui prend le poignet comme ça d'un enfant pour l'obliger à ranger. Et bien ça, elle m'a dit, bah, tu vois, ça, on essaie d'éviter. Même ça, on essaie d'éviter. Et pourtant, c'est peu de choses. Hein. C'est vraiment prendre l'enfant comme ça et l'emmener pour qu'il range ses jouets, quoi. Oui, et puis on voit qu'elle le prend avec quand même beaucoup de douceur. Absolument. Et effectivement, elle le prend quand même. Voilà. Oui, c'est un peu on peut revenir sur ça aussi. C'est un peu il n'y a pas de différence finalement entre une petite fessée et une grande fessée pour un enfant. Donc il n'y a pas de différence entre une petite violence, quelle qu'elle soit, et une grande violence. Oui, alors après, il y a ce qu'on appelle les violences douces. Alors, ça va loin. Hein. Je crois quand même, dans l'éducation en général de nos enfants aujourd'hui, on est un peu loin de ce concept-là, qui disent que même quand on met un bonnet à un enfant, quand on part le matin à l'école, on met le bonnet, c'est une violence douce. Il faut lui dire, voilà, est-ce que je peux te mettre ton bonnet? Est-ce que je peux rapprocher, voilà, je vais rapprocher ta chaise de la table. Alors qu'en général, on fait poum, poum, allez, prends ta purée et vas-y. En fait, il faudrait arriver à considérer que, comme quand l'enfant est devant nous puis qu'on le soulève comme ça, alors que ça peut lui faire peur, mais on ne se rend pas compte parce qu'il est petit, on va vite, on a mille choses à faire quand on est une maman ou un papa. Mais en fait, c'est vrai que toujours lui expliquer ce qu'on fait, lui demander son avis, lui dire voilà, maintenant, on va aller se laver les mains, c'est l'heure de la toilette. Je sais que tu vas pas être d'accord parce que là, tu es en train de jouer, mais on est obligé de le faire. C'est-à-dire passer beaucoup par la parole, l'explication, le consentement. En fait, c'est ça. Il faudrait arriver à ce que l'enfant consente à obéir. Alors, c'est tout un cheminement, hein, et pour le parent et pour l'enfant. Peut-être pas consentir à obéir, mais juste être utiliser, parce que là, du coup, on est quand même, si on y consent à obéir, on est quand même dans un esprit de domination, mais peut-être juste considérer l'enfant comme un individu à part entière, comme on ne mettrait pas à quelqu'un en face de nous qui est un adulte, que ce soit un ami ou un proche, un bonnet sur la tête sans lui demander son avis. Est-ce que je peux te mettre ton bonnet? Oui, absolument. C'est ça. Pour les violences douces, on a reçu Christine Schul au tout début de notre forum de l'enfance libre. Donc pour ceux que ça intéresse, le replay est disponible et sur YouTube et sur la page du forum de l'enfance libre pour ceux qui veulent découvrir un peu plus cette notion qui me paraît très importante aussi et en lien avec les violences éducatives ordinaires. Oui, je voulais juste dire, je me suis mal exprimée, c'est pas consentir à obéir, c'est consentir à faire ce qu'il n'a pas forcément envie de faire, quoi. Donc comprendre pourquoi ça lui est nécessaire et pourquoi, voilà, même s'il déteste les légumes et les fruits, il faut qu'il en mange un tout petit peu, quoi, sous une forme ou une autre, ou des choses comme ça, quoi. Dans votre film, il y a un micro-trottoir. Oui. Qui est très intéressant et qui est très riche en réponses par rapport à la question de l'éducation, à propos de la manière de se comporter avec les enfants. Est-ce que la société actuelle, elle met tellement de pression aux parents qu'elle ne permet pas de sortir de ces violences éducatives ordinaires? J'aurais du mal à répondre à ça. J'ai quand même l'impression que la jeune génération, là, les 25-30 ans, les jeunes parents sont quand même… après, ça dépend du milieu, ça dépend de l'ouverture, ça dépend de l'éducation qu'eux-mêmes ont reçue. Mais j'ai quand même l'impression que ça s'adoucit, quoi. Entre la façon dont moi j'ai été élevée, la façon dont j'ai élevé mes enfants et
Et là, alors évidemment, il y a des pressions sociales. Alors en ce moment, évidemment, tout le monde confiné, le fait qu'on ne peut plus supporter les cris des enfants, parce que c'est vrai qu'un enfant, ça bouge, c'est plein de vie, ça saute partout, on a du mal à les canaliser, surtout quand on doit rester enfermé. Je peux très bien comprendre que ça énerve les parents, mais dire qu'il y aurait une pression plus importante aujourd'hui qu'autrefois, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une espèce d'effet d'accélération aujourd'hui avec toutes les machines dont on dispose, tous les liens dont on dispose, Internet, etc. Il y a une espèce d'excitation ambiante, de saturation d'informations. Les enfants eux-mêmes sont très, très sollicités tout le temps, et ils ont peu de moments de calme et de détente où ils peuvent prendre un bouquin, rester tranquille. C'est très difficile. On leur met des emplois du temps de ministre parce qu'on a envie qu'ils fassent du piano, de la piscine, de la pâte à modeler, je ne sais quoi. Ils ont plein d'activités, les enfants, quoi. Donc, peut-être ce qui manquerait, c'est des temps calmes entre eux ou des temps calmes avec parents où on lit un livre, on va se promener, ou peut-être on fait rien ensemble, mais qu'on ait du temps pour se câliner, pour être ensemble, pour que ce soit calme. Et je pense qu'effectivement, il y a un effet d'accélération d'une manière générale dans nos sociétés, avec tous les outils dont j'ai parlé tout à l'heure précisément. Et du coup, l'enfant est hyper sollicité et peut-être ce temps de la rêverie ou de la flânerie, sans doute qu'il l'a beaucoup moins qu'à la génération, à la mienne ou à celle de mes parents. C'est fort possible. Oui, justement, nous avons une question là, ou un commentaire question qui pose la question: est-ce que le refus de l'enfant n'est pas un signe que les exigences ne sont pas adaptées ni forcément bonnes pour lui, même si elles proviennent d'un adulte? Plutôt que de répéter inlassablement nos exigences, je ne sais pas si je peux le montrer à l'écran, mais je vais vous la lire directement. Ne serait-il pas opportun de remettre en question en profondeur certaines de nos demandes sur le sommeil, sur l'alimentation, sur l'ordre? Peut-être découvrira-t-on d'ici quelques années que ce n'est pas pour ton bien qu'on exige telle ou telle chose, de la même manière que ce n'est pas pour ton bien qu'on frappe. Ah bah, je suis complètement d'accord, hein. C'est vrai que cette dame a parfaitement raison. Un enfant qui veut pas et qui veut tellement pas, il y a un moment, il faut arrêter d'insister, quoi. C'est que peut-être la formulation n'est pas bonne ou que ce qui est demandé ne cadre pas avec… C'est des questions de rythme aussi, parce que nous, on est dans notre rythme d'adulte, etc. Puis il y a ce rythme de l'enfant. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la crèche où j'ai vécu pendant une semaine avec les enfants, vraiment, ce sont des adultes. Alors évidemment, elles sont payées pour ça, ces puéricultrices, mais elles se mettent vraiment à hauteur d'enfant et dans le rythme d'un enfant qui n'est pas un rythme d'adulte. Alors effectivement, se questionner sur nous, notre rythme et ce qu'on fait subir aux enfants, ce qu'on subit déjà nous en tant qu'adultes de cette pression sociale entre le boulot, s'occuper des enfants, avoir une vie culturelle, sortir, etc. On veut tout faire et on n'a pas le temps de tout faire et du coup on est dans un stress permanent que l'on répercute sur nos enfants qui eux-mêmes sont stressés. Donc oui, je suis d'accord. Je pense que si un enfant dit non et vraiment non, c'est il faudrait arriver à essayer de comprendre ce qui coince. Pourquoi il dit non, finalement? Je suis tout à fait d'accord. Oui. Voilà, en fait, je pense que c'est important d'être à l'écoute du besoin de l'enfant et d'être conscient aussi que parfois, même si on veut faire pour le mieux en tant qu'adulte, je parle pour les professionnels de l'enfance comme pour les parents, c'est pas forcément le mieux pour l'enfant et il faut apprendre à faire confiance aussi à l'enfant, quel que soit son âge. Ouais, parce que finalement, c'est lui qui sait le mieux pour lui ce qui est bon et ce qu'il a besoin. Oui, alors ça me fait penser à cette crispation que je vois souvent dans les familles sur la nourriture. Il faut arrêter ça, parce qu'un enfant qui ne veut pas manger, il ne se laissera jamais mourir de faim, un enfant. Donc s'il ne veut pas manger un soir, c'est peut-être parce qu'à l'école, il a mangé plein de bonbons, le parent n'en sait rien, donc il essaie absolument de lui faire finir son assiette ou de lui faire manger des choses. Mais alors évidemment, si ça se reproduit trop souvent, que ça devient pathologique, mais si un enfant ne mange pas un soir ou s'il ne veut pas manger telle chose, justement, ma cousine dont je parlais, qui est directrice de crèche, elle me dit, nous, on ne force jamais un enfant à manger, on ne le force même pas à goûter. Parce que de toute façon, si un enfant n'a pas envie de goûter, il va trouver ça mauvais. On repropose. Plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois dans l'année, on propose et souvent, il voit les autres manger, il finit par manger. Mais si on force, on a perdu et pour elle me disait, moi, forcer un enfant à manger, même à goûter, c'est une forme de maltraitance. Oui.
Juste vous préciser que la question d'Anne-Claire venait de Anne-Claire Ricot qui est chez OVO. Donc on a plusieurs représentants. D'ailleurs, je voudrais vous montrer aussi une autre question que nous avons de Jean-Pierre Thilande que nous recevrons prochainement, où il vous pose une question par rapport à en fait l'une des scènes de votre film. Je pense que c'est ça. Hein. Alors attendez, dans la crèche, utilise la question. Ouais. Je vais vous la lire, peut-être ce sera plus simple. Ouais. Voilà. Dans la crèche, je trouve que l'éducatrice ne parvient pas à se mettre à l'écoute de cet enfant qui a envie de jouer avec l'autre enfant. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle était parasitée par une exigence en dehors des besoins des enfants présents. Alors peut-être que malheureusement la scène telle qu'elle est montée peut donner cette impression. Mais moi, donc, qui ai passé du temps avec les enfants, ce petit Charles, en fait, il venait de la crèche des plus petits, parce qu'il y a, je crois, c'est 3 mois, 18 mois, et après, ils les appellent les rampants. Et après, c'est 18 mois, 2 ans, avant qu'il rentre à l'école, quoi. Et donc, ce petit garçon venait d'arriver, et il y avait un problème que j'ignore, mais il y avait un problème familial, puisque les parents sont suivis par Brigitte Auriol. C'est des parents très attentifs, mais ça ne se passe pas super bien avec le petit, qui est très agressif avec tous les enfants. C'était le seul enfant qui donnait un peu des coups de pied, qui était très agité tout le temps, qui ne voulait pas aller voir avec les autres. Il était vraiment en résistance, comme ça, beaucoup en opposition. Et en fait, il n'arrêtait pas d'embêter le petit Arthur qu'on voit qui joue avec l'eau. Donc, c'est pas vraiment qu'il voulait jouer avec lui, c'est qu'il voulait lui piquer plutôt son jeu d'eau, quoi. Alors, je suis un peu désolée si le montage laisse à entendre qu'il voulait jouer avec lui et que la péricultrice ne le souhaitait pas, mais c'était plutôt qu'il voulait accaparer le jeu et éjecter Arthur, quoi, dans ce que j'ai vu, moi, à l'œuvre. Hein. Je rappelle juste que Jean-Pierre Thilande est le président donc, de l'Observatoire des violences éducatives. Bonsoir et merci d'intervenir. Voilà, donc merci pour votre intervention. Donc vous avez fait un micro-trottoir aussi par rapport à ces violences ordinaires. Et ce que j'ai trouvé, enfin, à un moment, voilà, ça semble absolument, incroyable, disons que vous interviewez plusieurs personnes sur la question, est-ce qu'ils considèrent que c'est normal en fait d'éduquer des enfants, de leur donner des petites tapes et tout ça, et la majorité des réponses sont malheureusement quand même plutôt positives. Et il y a une dame, alors je ne sais pas si elle est venue vers vous ou si elle faisait juste, c'était vraiment par hasard, qui vient vous parler en tant qu'ex-enfant battu. Ah oui, c'était extrêmement fort dans votre film. Je me demandais si au cours de ce matin, cette matinée que vous avez passée au marché, voilà, vous tombez sur cette dame. Est-ce qu'il y en avait d'autres comme ça? Alors, on a passé 3 heures au marché, hein, donc c'était assez long. On a eu énormément de refus, mais vous ne pouvez pas imaginer. La plupart des gens disaient non. Mais on a quand même eu des témoignages très, très forts. Et alors, cette dame, c'était incroyable, quoi. En fait, il y a un prof de fac avant qui dit moi, les enfants qui ont été maltraités à la maison, je le vois tout de suite. Même en fac, c'est des jeunes gens qui sont plus agressifs avec les autres, qui ont besoin d'attirer l'attention, etc. Et en fait, elle m'a dit c'était des dames qui distribuaient des tracts pour un parti politique. Et donc, elle m'a dit, mais je vais aller vous chercher une de mes collègues qui a vraiment un témoignage important à vous dire. Et donc, c'est elle qui allait chercher cette dame qui raconte qu'elle a été très maltraitée, qu'elle a eu la cage thoracique enfoncée, enfant, par son père, mais que toute sa vie, donc ça l'a marquée terriblement, qu'elle a elle-même fait des signalements d'enfants battus, qu'elle n'a jamais frappé ses enfants et que ça a été un combat. Elle dit que ça a été un combat pour elle que de ne pas lever la main sur ses enfants. Et non, c'était une dame merveilleuse. Elle m'est tombée dans les bras à la fin de l'entretien et j'en ai coupé la moitié, hein, parce que ça a duré une demi-heure quasiment, hein, son témoignage. C'était bouleversant et j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, mais c'est là aussi où je me dis, en posant sa caméra dans un petit marché, dans une petite ville de région, on a cette qualité de témoignage, mais ça veut dire que c'est quand même très partagé. Alors, c'est des gens qui sont d'une génération au-dessus de la mienne, la plupart d'entre eux. Hein. Enfin, peut-être pas la prof de fac, d'ailleurs. Mais c'est là où je me dis, mais quand même, cette histoire de coups et de claques, c'est quand même la grande majorité des gens qui ont vécu ça, puisque en mettant sa caméra dans un marché lambda d'une petite ville de région,
on obtient ce genre de témoignage. C'est quand même incroyable, quoi. Ça m'a beaucoup touchée, surtout ce témoignage dont vous parlez, effectivement. Oui, il y a Sophie Blum qui fait aussi partie de de OVO, qui demande de revenir sur l'expression consentir à obéir. Je pense que j'ai fait le tour quand j'ai parlé de vraiment s'attacher à ça. Voilà, elle est revenue dessus. C'est ça. Donc il n'y a pas de consentement à obéir. En fait, dès lors où on est dans l'obéissance, on est bien dans la domination de l'adulte et donc dans de la violence envers l'enfant. Je pense que ça a été dit très clairement. Voilà, consentir à faire, oui. Ce qu'on n'a pas envie de faire. Oui. Moi, je voulais vous poser une dernière question par rapport à ce micro-trottoir. Ça m'a interrogée sur est-ce qu'en dénonçant les VO, on ne critique pas un système où tous les individus doivent être soumis à un chef, patron, parent, prof. Enfin, finalement, voilà. Je pense pas que c'est clair. Je pense que si. Je pense que il y a des systèmes. Il y en a peu malheureusement, mais il y a des gens qui se posent le système du collectif, enfin la question de travailler dans le sens du collectif et du groupe. Et ils sont pas très nombreux malheureusement, mais voilà, c'est quand même des questions qui sont dans l'air du temps et cette espèce de hiérarchie pyramidale, c'est pénible pour tout le monde, quoi. On se rend compte que les ouvriers qui sont les rares patrons qui intéressent leurs ouvriers à la bonne marche de l'entreprise, aux bénéfices, etc., ils ont de bien meilleurs résultats que dans cette hiérarchie pyramidale comme ça qui écrase tout le monde. Oui, je pense que effectivement ça dénonce aussi la violence de nos sociétés, obéir. Et d'ailleurs, cette prof de fac, elle dit à un moment donné, quand on apprend à obéir, quand on apprend à se soumettre, on se soumet à tout. Et elle parle des gilets jaunes à un moment donné en disant que cette violence qui a comme ça mise en acte au moment des gilets jaunes, puisqu'on a tourné ça l'hiver dernier, on était en plein dedans, que les gens trouvent ça presque, enfin pas tout le monde évidemment, mais qu'une partie de la population peut trouver ça normal, puisque c'est comme ça qu'on fait obéir et qu'on fait respecter, entre guillemets, la loi, qu'on fait marcher un pays, etc. Donc ça va loin, effectivement, je suis complètement d'accord. Ce système, et d'ailleurs, c'est tout le travail d'Olivier Morel, qui est donc un des pères de l'OVO, et qui a commencé à travailler sur les violences liées à la guerre. Oui. Et il en est arrivé de fil en aiguille à se dire mais pourquoi est-ce qu'on vit dans des sociétés aussi violentes, et finalement il en est arrivé aux travaux d'Alice Miller et à se dire il y a quelque chose qui est généré dès l'enfance dans la manière dont on élève les enfants. Et Alice Miller parle des nazis, d'Hitler, qui a été un enfant hyper battu, et toute une société allemande élevée très très sévèrement, des enfants fouettés, des enfants humiliés, et qui ont appris à obéir. Et donc après, on obéit à n'importe quoi, et on peut obéir à Hitler. Enfin, ça va loin, je schématise, c'est un peu grossier la manière dont je le dis, mais Alice Miller a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « C'est pour ton bien », où elle explique très bien les choses de cette manière. Alors justement, vous avez demandé l'avis des adultes, disons, pendant votre micro-trottoir, et puis après, vous êtes dit, je vais aller peut-être demander aux enfants. Mais ça n'a pas été si simple apparemment, hein? Non, ça a été. De toute façon, sur ce film, ça a été une bagarre. J'ai commencé ce film il y a 6 ans, hein, c'est pour vous dire. Hein. Il y a eu 3 producteurs qui se sont succédés. Aucune chaîne de télévision n'en a voulu. Et d'ailleurs, je veux saluer Monsieur Gilles Machu de France 3 Occitanie, qui a eu le courage de financer ce film. Sans lui, il n'aurait jamais existé. Mais ça a été une bagarre. Alors, on avait au départ, via Brigitte Auriol, on avait contacté une école à Saint-Hilaire-d'Auzillan, donc dans le Midi, pas très loin de Bagnols-sur-Cèze où habite Brigitte Auriol. Et j'avais fait tout un travail de repérage avec des institutrices qui étaient des anciennes patientes de Brigitte Auriol, qui étaient vraiment dans l'éducation bienveillante, etc. Je suis allée à plusieurs reprises les voir. J'ai même séjourné pendant 10 jours dans une classe. On avait fait tout un travail d'approche. Et 1 mois avant le tournage, panique à bord. Alors qu'on a mis 6 mois à avoir l'autorisation de l'éducation nationale, on l'avait, etc. Et il y a eu une espèce de peur panique qui s'est emparée de l'institutrice qu'on devait filmer, qui nous a refusé finalement l'accès de sa classe. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, toujours grâce à Brigitte Auriol, on a pu aller filmer dans
les ateliers périscolaires de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Et on a filmé une après-midi. Moi, j'avais amené un bon petit diable de la comtesse de Ségur pour faire un petit peu amorce à la discussion avec les enfants. Et donc, les enfants ont commencé à dire, majoritairement, il y avait, je crois, 11 ou 12 enfants, il y en avait 9 qui recevaient des torgnoles et des fessées à la maison. Donc, ils ont commencé à en parler. Et il y avait la monitrice de l'atelier périscolaire qui était verte, qui était vraiment très, très embêtée. Et le lendemain, quand on est revenu tourner, sur la route, on était en camion, on allait tourner, eh bien, on nous a appelé de la mairie en nous disant que le tournage, non seulement le tournage était supprimé, et que tous les rushs qu'on avait tournés la veille étaient confisqués parce que les parents s'étaient plaints. Donc, c'est dire à quel point c'est difficile. Donc, du coup, en désespoir de cause, heureusement, j'ai une amie qui habite Villeneuve-les-Avignon et qui a cette petite fille qu'on voit, Lola, là, dans le film, à qui j'ai demandé en urgence de rassembler donc Lola, qui a 10 ans, et un groupe de copains, pour pouvoir parler de ces questions-là. Et on voit dans le film, alors que c'est des enfants vraiment de milieu, classe moyenne, bourgeoise, éduqués, des parents concernés, eh bien, il y a la moitié des enfants qui reçoivent des claques et qui le disent. Donc, vraiment, ça traverse toutes les couches sociales, tous les milieux, les cultures. Alors, il y a des cultures où on frappe plus ou moins quand même, parce qu'apparemment, dans les pays nordiques, ça y est, c'est quand même dans la loi. Voilà, dans la loi, on frappe plus les enfants. Mais en France, on a eu tellement de mal à faire passer cette loi, et c'est une loi qui n'est pas, il n'y a pas de sanction. Donc, quand il y a une loi mais qu'il n'y a pas de sanction, c'est quand même difficile de la faire appliquer, quoi. C'est une loi civile, oui. Oui, oui. Et justement, on va recevoir là la semaine prochaine, on aura Brigitte Antier qui dit qu'elle s'est battue comme une dame pour faire passer cette loi. Elle est formidable. Je l'ai rencontrée parce que à un moment donné, je voulais qu'elle soit dans le film. Et puis sur 52 minutes, on est malheureusement obligé de faire des choix. J'ai rencontré également Gilles Lazimi, qui se bat aussi beaucoup pour la cause des enfants, des femmes battues et des enfants. Et Brigitte Antier, elle a passé une partie de sa vie. Edwige, pardon. Excusez-moi. Edwige Antier, elle a passé une partie de sa vie, de sa longue vie, à porter cette cause-là. Moi, c'est une femme que j'admire au plus haut point. Je trouve formidable, vraiment. Actuellement, on est en confinement. Oui. On sait que voilà, ça a un impact réel sur ce qui se passe dans les familles, notamment avec une augmentation des violences éducatives ordinaires, des appels sur les lignes prévues à cet effet. J'ai perdu ma question. Oui, non, si, je voulais savoir, voilà. Est-ce que pourquoi France Télévisions n'a pas eu l'idée de repasser votre film pendant le confinement? Ah bah, faut leur demander, hein. Faut leur demander là. Aujourd'hui même, ma productrice Sophie Faudel, que je salue parce que c'est quelqu'un qui a eu le courage de terminer ce film alors que ça a été vraiment très difficile. Elle a, pas plus tard qu'aujourd'hui, eu un refus de France 3 National, une émission qui s'appelle La Ligne Bleue, qui donc aurait pu passer ce film et qui a jugé que c'était un film trop personnel, parce qu'il est vrai que je parle à la première personne, et donc ils ont jugé que c'était un film trop personnel. Donc voilà. Ah oui, donc ils vous ont donné une raison pour ne pas le diffuser, d'accord. Voilà. Alors qu'il aurait tout à fait, une case de fait de société, ils auraient tout à fait pu le prendre. Hein. Et notamment pendant le confinement, c'est vrai que ça aurait été formidable. Écoutez, plus ce film circule, et quand on fait des films, on fait des films pour qu'ils soient vus. Hein. Et là, malheureusement, c'est un film qui est passé à 20h sur France 3 Occitanie, qui est passé sur France 3 Île-de-France, mais qui n'est pas passé sur France 3 National. Donc, c'est quand même regrettable, quoi. Bon, il a le mérite de diffuser. Maintenant, j'espère qu'il aura une vie dans des projections privées, dans des crèches. Il y a des DVD qu'on peut acheter. Voilà, il y a des. Après, le site OVO va le mettre pendant 48 heures en visionnage. Donc, tout ça, c'est très bien, quoi. Mais il faut que ça circule, effectivement. Oui, c'est intéressant de voir qu'ils ont refusé de passer le film, alors qu'on voit dans les médias traditionnels toutes les émissions télévisées telles que Super Nanny, Pascal le Grand Frère, où on retrouve une très grande violence à l'intérieur de ces émissions et qui sont montrées comme exemple aux parents. Oui, ah oui, tout à fait. Non, mais c'est encore pas complètement acté, quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui font un travail formidable, comme OVO, Catherine Guéguen, voilà, Brigitte Auriol, Olivier Morel. Il y a des gens, il y a des gens qui font mais on sent qu'il y a quand même un travail sur les mentalités, que ça va prendre du temps, que
que c'est lent, quoi. C'est très lent. Et encore, on est en France, quoi. Moi, j'ai l'occasion par ailleurs d'aller en Algérie assez souvent, de par mon histoire familiale, mais les enfants sont frappés, notamment les petits garçons. Hein. En Afrique, ça fait encore partie de l'éducation que de frapper un enfant. Oui, oui, et d'ailleurs, à ce sujet-là, on recevra Daniel Delanoë, qui est psychiatre et anthropologue, et qui nous parlera aussi des violences, des violences envers les enfants à travers le monde. Donc, la semaine aussi. Alors, on me glisse à l'oreille qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, justement, de Olivier Morel. Ah qui est, alors, bon anniversaire, Olivier de OVO. Alors, bon, pour fêter son anniversaire, on va vous montrer la couverture de son livre, enfin, de un de ses livres, voilà, dont je pense qu'était un des livres que vous montrez dans votre film, ou vous montrez tous ces livres que vous avez parcourus, dont vous vous êtes inspiré pour la réalisation de son film. Oui. Ça a été une très belle rencontre, hein, Olivier Morel. Enfin, toutes les rencontres que j'ai faites dans ce film, ça a été vraiment des belles personnes qui militent pour la cause des enfants. Et voilà, Olivier a le courage, le mérite d'avoir passé sa vie, une partie de sa vie, lui aussi, comme Edwige Antier, dont nous parlions tout à l'heure, à porter cette cause, quoi, avec beaucoup de courage, de ténacité, de bravoure, j'allais dire. Et chapeau, quoi. C'est des gens que je salue vraiment. Sans qui ce film n'aurait pas existé d'ailleurs. Hein. Ça a été des piliers du film, hein, tous les trois. D'ailleurs, votre film sera disponible donc sur le site de ovo.fr. Alors, il faut changer la banderole parce qu'il y a une erreur de communication. Ce n'est pas sur le YouTube de OVO Stop VO Éduco sans violence, mais bien sur le site OVO qui publiera un article où vous aurez donc la vidéo, donc enfin le film de Amalia Escriva, qui aime bien châtie bien, pendant 48 heures à partir de 19h45 aujourd'hui jusqu'à vendredi 19h45. Donc un grand merci à Amalia et à votre productrice Sophie Faudel, Madame Faudel, Sophie Faudel, voilà, pour cette mise en disponibilité. Et puis votre DVD donc du film sortira donc au courant du mois de mai, et bien sûr à ce moment-là nous relayerons. Non, on l'a déjà. Donc, oui. Ok, j'ai eu l'information comme quoi il allait en tout cas être mis en vente au courant du mois de mai. Ah bon. De la part de votre productrice. Donc, je relais l'information que peut-être qu'elle vous a dit ça à cause du confinement, peut-être. Oui, c'est ce qu'elle m'a... Oui, elle a raison, parce qu'en fait, on les a déjà fabriqués, mais pour aller à la poste, les envoyer, c'est un peu compliqué. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'elle vous a parlé de la miner. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quand même apparaître l'adresse à laquelle il faut écrire? Oui. D'accord. Ok, je te laisse continuer, Philippe, que j'ai écrit cette adresse-là. Oui. Est-ce que vous pensez que votre film, il fait assez culpabiliser les parents pour se responsabiliser? Justement, moi, alors, j'aimerais pas qu'il fasse culpabiliser non plus les parents, parce que ce que dit Brigitte Auriol, c'est qu'elle dit que souvent les parents croient bien faire et que voilà, les faire culpabiliser, c'est un peu. Je préfère qu'il y ait une prise de conscience, voilà, qu'il y ait une prise de conscience plutôt qu'une culpabilité, quoi. Je pense. Et est-ce que la prise de conscience ne passe pas par finalement un moment où on se rend compte que le comportement qu'on a eu n'a pas forcément été adéquat envers nos enfants? Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est important d'avoir le courage de se dire qu'on a cru bien faire jusqu'à maintenant et que finalement, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire et qu'il y a peut-être d'autres manières d'entrer en relation avec son enfant, de le guider, d'être en lien. Et alors, si le film peut amener à ça, c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. J'en serais ravie. Si on pouvait arrêter de voir des enfants recevoir des gifles et des fessées, des parents qui hurlent, ce serait merveilleux, quoi. Et est-ce que c'est un sujet finalement, l'idée d'aller guérir ses blessures, genre ses souffrances, donc sortir de ce conditionnement éducatif voire sociétal? Est-ce que c'est un sujet que vous aurez envie d'aborder dans un prochain film? Peut-être. Oui. Alors je ne sais pas encore de quelle façon, parce que oui, je sais qu'il y a des écoles qui sont encore plus comment je peux dire,
qui vont peut-être encore plus loin dans cette démarche-là. Bon, moi j'ai choisi, je dirais, j'ai un peu choisi les héritiers d'Alice Miller, hein, les héritiers vivants d'Alice Miller, en choisissant Catherine Guéguen, Brigitte Auriol et j'en oublie, et Olivier Morel. J'ai choisi des gens qui l'avaient côtoyé, qui étaient vraiment imprégnés de son mouvement. Maintenant, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui vont encore plus loin et qui ont parlé des violences douces tout à l'heure. Voilà, il y a une école qui est encore plus subtile et plus fine et peut-être, si c'est possible, encore plus respectueuse de l'enfant. Alors peut-être, oui, aller chercher dans cette direction, ça me semble intéressant, oui, effectivement. Anne, je te laisse... Oui, écoutez, j'étais juste en train d'indiquer, c'est pour ça que j'étais un peu moins focalisée et concentrée sur vos réponses, je suis désolée. Donc j'étais en train d'indiquer le lien complet pour pouvoir aller avoir la chance de regarder votre film pendant ces 48 heures, puisque là on me dit aussi que actuellement effectivement le DVD est bien bloqué dans les bureaux et qu'il ne sera distribué qu'à la fin du confinement. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, nous allons, je pense, clore cette rencontre parce qu'on a abordé beaucoup de sujets, des sujets qui sont abordés dans le film et vous nous avez apporté énormément de matériel et de contexte à ce qui s'est dit, à ce qui se dit dans le film. On a beaucoup de remerciements là qui sont en train de défiler là. Et puis, peut-être que Ophélie, je te laisse indiquer quelles sont nos prochaines rencontres. Oui, alors on retrouvera donc demain 18h Bernard Collot qui a donc théorisé les écoles du troisième type au sein donc de l'éducation nationale. C'est une autre manière d'aborder l'école et les apprentissages avec un invité surprise. On aura ensuite donc Marc-André Coton vendredi qui nous parlera des violences éducatives ordinaires, mais au regard donc de son travail de psycho-historien, enseignant d'économie et géographie, donc à travers un regard sociétal. Et on aura ensuite samedi le collectif Libres Apprenants du Monde, donc représenté par Marina Soulagnier, Brigitte Bernard et Marie Rameau, qui viendront donc nous parler de leur collectif, qui est un peu politique, un peu militant. Et puis vous retrouvez la suite donc des intervenants donc sur les événements de la page de l'Enfance Libre. Je vous remercie donc tous pour votre participation très active. Nous vous remercions tous, toute l'équipe aussi du Forum de l'Enfance Libre, et on vous invite donc à partager cette vidéo si elle vous a plu pour en parler le plus possible, à partager aussi le lien donc de l'article qui est maintenant disponible dans le dérouleur pour les personnes qui souhaitent voir le film Qui aime bien châtie bien, donc d'Amalia Escriva. Merci Amalia d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu, c'était très. Voilà, et puis donc, de votre part. Donc à toute l'équipe derrière nous, Manuel, Emmanuel, Oriane, Jean-Guillaume, et merci à toi Ophélie d'avoir accompagné cette rencontre. Ouais, merci à tous les deux, merci à l'équipe. Et nous restons avec vous un petit moment. Je vais arrêter la diffusion maintenant et nous allons rester ensemble un petit moment.